Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour votre nouvelle édition présidentielle 360. Voici les titres. La droite toujours en quête d'une issue à la crise. François Fillon, conforté par la mobilisation militante hier en sa faveur, a décidé coûte que coûte de maintenir sa candidature à la présidentielle. Un comité politique se tient en ce moment au siège des Républicains. Nous serons en direct dans un instant. Ce matin, Alain Juppé a lui confirmé qu'il ne serait pas un recours, même si le maire de Bordeaux a avoué y avoir réfléchi. Il s'est violemment attaqué à François Fillon, dont l'obstination, je cite, le conduit dans l'impasse. Alors y a-t-il encore un plan B à droite? Le débat est à suivre. Mini sommet européen à Versailles. François Hollande accueille les dirigeants italiens, allemands et espagnols pour préparer l'avenir de l'UE, fortement ébranlé depuis la sortie programmée du Royaume-Uni. On retrouvera notre envoyé spécial sur place, Nora Hamadi, dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez commenter et réagir avec notre nouveau hashtag présidentiel 360. Pour nous accompagner ce soir jusqu'à 19h30, Marie Brémaud et Nora Hamadi. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on débute notre multiplex avec vous, Marie Brémaud. Vous êtes devant le siège des Républicains, rue de Vaugirard à Paris. On sait que François Fillon vient d'arriver. C'est un comité politique à enjeu crucial pour le candidat de la droite à la présidentielle ce soir. Oui, Delphine, de nombreuses personnalités politiques sont déjà arrivées ici au siège Les Républicains, parmi lesquels François Fillon, le candidat acclamé, comme vous pouvez peut-être l'entendre, par quelques militants qui scandent Fillon président. Sinon, l'atmosphère est plutôt sinistre ici, les mines sont sombres. François Baroin, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bernard Accoyer, la plupart des personnalités politiques ici arrivent sans un mot ou disant on attend et on verra après en effet ce bureau politique, car ici ce qui se joue, c'est l'avenir de la candidature de François Fillon. Autour de la table, il y a les pro-Fillon comme Bruno Retailleau, les anti-fillonistes déclarés comme Gérald Darmanin ou Virginie Calmels. Et puis il y a encore les hésitants, les indécis comme Gérard Larcher ou Bernard Accoyer, mais qui se prononceront peut-être justement ce soir. Tous, en tout cas, veulent évaluer la situation et tenter de sortir la famille politique, les Républicains, de l'impasse dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs semaines maintenant, mais ils n'ont pas tous évidemment la même réponse. C'est un peu une droite contre l'autre. Le député, le président des patrons, le patron des députés, Christian Jacob, ici, a été mandaté par les sarkozystes pour tenter de convaincre François Fillon de sortir de la crise. D'ici 1 heure, on devrait en tout cas en savoir un peu plus. Merci beaucoup Marie, on vous retrouvera justement tout au long de cette édition. Alors après un week-end mouvementé, cette journée s'annonçait décisive pour François Fillon. Il a réussi à sauver sa candidature, mais jusqu'à quand? Élément de réponse avec Quentin Calmy. Il pensait avoir échappé au plus gros de la tempête lors de son rassemblement au Trocadéro hier. Mais depuis ce matin, François Fillon continue de subir d'intenses pressions de la part de son propre camp. Des élus de toute tendance qui lui réclament de se retirer de la course à la présidentielle. Premier acte, 10h30 à Bordeaux. Alain Juppé renonce à nouveau à être le candidat de remplacement. Il tape au passage sur François Fillon, laissant même planer le doute sur son soutien. Je soutiendrai celui qui portera nos couleurs lorsque nos instances se seront prononcées. L'acte 2 se joue au même moment. 7 élus proches de Nicolas Sarkozy se réunissent autour de leur mentor. Ils évoquent ensemble une nouvelle sortie de crise et expliquent à l'AFP. La ligne politique de Fillon est la bonne, mais ce dernier ne pouvant plus assurer l'unité de la famille politique de la droite et du centre, nous lui demandons de prendre ses responsabilités et de se choisir lui-même un successeur. Des sarkozystes qui se rencontreront demain matin à 2 pas de l'Assemblée nationale afin d'élaborer leur stratégie. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon, les 3 principaux leaders de la droite qui devraient se rencontrer demain après-midi. Il est impératif que ces 3 hommes d'État se voient et que eux 3 trouvent la solution à cette crise que nous connaissons. Des journées houleuses qui s'enchaînent donc pour la droite, sans qu'aucune sortie de crise ne soit toujours visible à l'horizon.
Et à noter que les jupéistes se réuniront demain autour de Jean-Pierre Raffarin. Ce sera au Sénat. Les sarkozystes, quant à eux, se réuniront également pour un petit déjeuner à l'Assemblée nationale. Et dans ce contexte, je vous le disais en titre, Alain Juppé a mis un terme au suspense qui entourait son éventuelle candidature. Depuis sa mairie de Bordeaux, il a confirmé qu'il renonçait à se présenter, fustigeant au passage très violemment l'obstination de François Fillon. Cécile Sixou. Visage fermé, démarche solennelle, Alain Juppé vient mettre fin aux spéculations. Il ne sera pas le plan B de la droite. Sa décision est ferme et définitive. Je ne suis donc pas en mesure aujourd'hui de réaliser le nécessaire rassemblement autour d'un projet fédérateur. Et c'est pourquoi je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Pourtant, depuis mercredi, le maire de Bordeaux a hésité. Ira pas, les démissionnaires de son parti l'y ont poussé. Mais face à l'attitude jusqu'au boutiste de François Fillon, il renonce et ne cache pas son agacement. Quant à nous, la droite et le centre, quel gâchis. François Fillon, à qui j'avais immédiatement et loyalement apporté mon soutien, avait un boulevard devant lui. Le déclenchement des investigations de la justice à son encontre et son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. Autre raison de son renoncement, à 71 ans, il n'incarne pas le renouvellement de la classe politique ni l'exemplarité voulue par les Français. Les récentes péripéties ont encore accru l'exigence d'exemplarité des Français vis-à-vis de leurs femmes et de leurs hommes politiques. Et ici encore, je ne peux répondre pleinement à cette exigence, même si la justice qui m'a condamné m'a exonéré de tout enrichissement personnel. Enfin, difficile pour le perdant de la primaire de réunir autour de lui une famille politique désormais dispersée, quittée d'un côté par les centristes et fissurée en son sein par une partie des militants désormais trop radicaux. Je n'ai pas l'intention de m'engager dans des tractations partisanes, ni des marchandages de postes. Pour un gaulliste, ce n'est pas l'esprit de l'élection présidentielle. Alain Juppé n'est certainement pas non plus prêt à négocier avec le camp des sarkozystes qui lui ont envoyé un message fort hier au Trocadéro avec l'arrivée tardive mais très remarquée juste derrière le candidat Fillon d'un de ses plus fervents opposants, François Baroin. Et Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Alors pendant la campagne présidentielle, dans cette nouvelle émission, vous allez passer à la loupe les propos des candidats ce soir. Et on s'intéresse évidemment aujourd'hui à François Fillon. Et oui, François Fillon qui était complètement reboosté hier par l'ampleur de la mobilisation place du Trocadéro. On va l'écouter, c'était dans le 20h de France 2. Malgré mes erreurs, 200 000 Français se sont déplacés de toute la France en 3 jours pour venir m'apporter leur soutien au Trocadéro. Vous pensez que les 200 000 Français qui sont venus aujourd'hui, ils seraient venus s'ils ne me soutenaient pas? S'il y avait un enfermement, il n'y aurait pas 200 000 personnes qui seraient venues me soutenir. Oui, vous l'avez donc entendu, il l'a répété 3 fois. Il a réussi à rassembler sur son nom et sur son projet 200 000 manifestants place du Trocadéro. La police a beau parler de 40 000 personnes, eh bien lui persiste et signe. Et même il raconte que l'esplanade des droits de l'homme à elle seule, ça représente 80 000 personnes et que là, ça débordait de partout, je le cite. Encore mieux que François Fillon, eh bien on peut citer également Bruno Retailleau qui lui évalue la foule à pas moins de 300 000 personnes. Le patron des sénateurs Les Républicains complètement emballé qui qualifie la performance d'historique comme on peut le voir sur ce tweet. Alors Tam, est-ce que ces chiffres sont plausibles? Eh bien, premier point, il dépasse de loin, mais alors de très très loin, les ambitions de l'organisateur de l'événement, Pierre Danon, qui estimait la veille sur France Info au mieux une performance 4 fois moins importante. Écoutez. Il faut remplir la place du Trocadéro. C'est combien de personnes? C'est à peu près 45 000 personnes. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Ceci dit, on a confiance, on pense que ça devrait pouvoir le faire. Alors Pierre Danon, eh bien, il ne parle pas au hasard. Il sait exactement le nombre de cars qui ont été affrétés pour couvrir la manifestation. Et lui parle d'une jauge à 45 000 personnes. Alors on vérifie. Comment est-ce qu'on vérifie? Eh bien, on sort tout simplement sa petite calculette. La place du Trocadéro mesure 164 mètres de diamètre. Elle est circulaire. Ça fait
82 mètres de rayon. On applique notre petite formule de collège, pi R2, et on parvient à 21 113 mètres carrés. Sachant qu'en plus, il faut retirer les massifs de fleurs, les arbres, les dispositifs scéniques, etc. Disons qu'il y a bien 21 000 mètres carrés. Et donc, 200 000 personnes sur 21 000 mètres carrés, cela voudrait dire près de 10 personnes par mètre carré. Impossible quand on sait qu'un métro est saturé à partir de 4 personnes par mètre carré. C'est d'ailleurs confirmé par les photos, Tam. Et justement, on a pris une photo volontairement très valorisante pour la manifestation qui a été tweetée par Éric Ciotti et ensuite retweetée par le compte Fillon 2017. Et on voit très clairement que oui, la foule, elle est dense, mais qu'on arrive tout de même à se déplacer, qu'il y a des trous dans cette manifestation. C'est pas du tout le métro à l'heure de pointe. Et on est donc à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est clair, mais pas du tout à 200 000. 200 000, c'est d'ailleurs un chiffre important car c'est un chiffre symbole. En effet, Nicolas Sarkozy, en 2012, place du Trocadéro, estimait déjà avoir rassemblé 200 000 personnes autour de lui. Et déjà là, il y avait eu une véritable bataille de chiffres. Mais à l'époque, il avait aussi rassemblé autour de lui Xavier Bertrand, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Raffarin ou encore Nadine Morano, des personnes qui ont toutes décliné l'invitation hier. Bref, François Fillon a certes réussi à rassembler une partie du peuple de droite, mais pas toute la famille, les Républicains. L'équipe de François Fillon est décidément fâchée avec les chiffres. Samedi, c'est Bruno Retailleau qui a attiré votre attention. Et oui, on a parlé déjà de lui tout à l'heure. Le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui est le fidèle parmi les fidèles, eh bien, il a une furieuse tendance à gonfler les chiffres, les performances de son champion. Au micro de notre journaliste Héloïse Grégoire, il a estimé que la victoire écrasante de François Fillon eh bien, justifie qu'il se maintienne coûte que coûte. On l'écoute. Aujourd'hui, les choses sont assez claires. Il y a un candidat, François Fillon. Il a été plébiscité au terme d'une primaire qui a été vraiment exceptionnellement réussie. Il a eu sur son nom pratiquement 4 millions de voix. Vous pensez bien que les Français ne veulent pas se faire confisquer cette élection. Oui, mais voilà, 4 millions de personnes, ce n'est pas exactement la performance qui a été atteinte par François Fillon. Pour rappel, comme on va le voir sur les chiffres de la haute autorité de la primaire, on ne peut pas faire plus officiel, eh bien, il y a eu 4 404 000 votants. Alain Juppé a fait un score de 33,5% et François Fillon 66,5%. Et ça ne fait pas 4 millions, ça fait seulement 2,9. Merci beaucoup, Tam, pour cette analyse. On vous retrouve demain. Alors, François Fillon a été applaudi cet après-midi par les petits patrons. Il était invité par la CPME à présenter son projet économique. Il a reçu, vous allez le voir, un accueil chaleureux. Reportage de Sandra Cerquera avec Héloïse Grégoire. Il arrive sous les applaudissements, ovationné par les chefs d'entreprise. L'image se fait rare pour François Fillon en pleine tempête. Ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron n'ont connu un tel accueil. Avant de prendre la parole, François Fillon a même pris le temps de serrer quelques mains. Dans un pays qui rencontre autant de difficultés économiques et sociales, je le dis avec toute la force de conviction dont je suis capable, il faut une rupture. Oui, il faut casser la baraque pour la reconstruire autrement. Un ton offensif, François Fillon veut montrer qu'il est toujours là, qu'il reste combatif. Le candidat a promis un choc de compétitivité avec la fusion du CICE et des allègements de charges en un seul dispositif, la fin de l'ISF et des 35 heures. Son programme continue de séduire les entrepreneurs. Monsieur Fillon, je pense, reste le candidat des entreprises simplement parce que les entreprises, la seule chose qui leur importe, c'est le programme. C'est pas la personne, c'est pas le médiatique, c'est pas le buzz. Et aujourd'hui, il est le seul à nous proposer un programme qui nous laisse penser qu'on pourra sortir la France vers le haut. Peut-être que Monsieur Macron arrivera un petit peu plus tard. C'est un très bon candidat aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous, les PME, nous avons besoin de François Fillon. L'autre candidat libéral du jour, Emmanuel Macron, jugé trop démagogique ou technocrate par bon nombre de petits patrons dans la salle, n'aura pas réussi à faire de l'ombre au candidat de la droite. Et justement, Sandra Cerquera vient d'en parler. Il y avait donc d'autres candidats qui passaient ce grand oral devant les petits patrons, Marine Le Pen et aussi Emmanuel Macron. Écoutez leurs propositions pour les petites et moyennes entreprises. Elles ont été sélectionnées par Alexandre Poussard. Quand vous voulez être compétitif, il y a 3 moyens. Il y a baisser les salaires. Je ne crois pas que vous ayez envie de baisser les salaires de vos salariés. Je ne crois pas que vous avez envie de faire des réunions dans vos entreprises en disant, ben voilà, on ne va pas pouvoir faire autrement, vous allez devoir travailler 39 heures, payer 35. Je ne le crois pas. Donc baisser les salaires, baisser le système de protection sociale, donc c'est exactement ce que vous entendez dans cette campagne présidentielle.
avec évidemment le risque d'un désaccord, pour le moins, de la part de vos salariés. Ou agir sur la monnaie. Or, comme nous nous sommes privés de la capacité d'agir sur la monnaie et d'avoir une monnaie qui corresponde à notre économie, eh bien on se retrouve avec un choix qui est un choix binaire, baisser les salaires ou baisser la protection sociale. La politique de compétitivité, c'est ce qui permet d'améliorer les marges des entreprises et des entrepreneurs, et c'est ce qui permet de gagner la bataille dans une économie de l'innovation et des compétences où nous devons tous collectivement avancer. Et donc comment on fait pour que nos entreprises puissent investir et embaucher? C'est la mère des batailles aujourd'hui macroéconomiquement, à la fois pour lutter contre le chômage en France et pour gagner la bataille économique à l'international. Pour ce faire, on a besoin de continuer et de clarifier la baisse des charges et donc la baisse du coût du travail. C'est pour cela que je transforme le CICE en allègement de charges pérennes pour toutes les entreprises. Quand je dis toutes les entreprises, c'est quels que soient les statuts, quels que soient les régimes, quel que soit justement l'encadrement réglementaire. Et on va tout de suite ouvrir le premier débat de Présidentielle 360. Et mes invités sur ce plateau, Caroline Cayeux, bonsoir. Vous êtes sénatrice LR de l'Oise, vous êtes membre de l'équipe de campagne de François Fillon. Oui. Vous avez vu soutenir le candidat de la droite à la présidentielle hier au Trocadéro. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, Fabienne Keller, bonsoir. Sénatrice LR du Bas-Rhin. Vous étiez la porte-parole d'Alain Juppé. On va voir aujourd'hui ce que vous pensez de son renoncement ce matin. Damien Abad est également présent. Bonsoir. Député de l'Ain, vous êtes membre de l'équipe de campagne de François Fillon. Éric Doligé, sénateur LR du Loiret, vous aviez soutenu Nicolas Sarkozy dans la primaire de la droite et du centre. On va bien sûr parler ce soir. Non, vous me faites non? Non. Mais j'aurais peut-être pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Eh ben, on va ouvrir le débat sur ce plateau. Première question pour vous, Caroline Cayeux, puisqu'on voit que la mobilisation a sauvé en quelque sorte la candidature de François Fillon ce week-end. Mais jusqu'à quand, justement, peut-il être encore sauvé et soutenu, François Fillon? Écoutez, moi je crois que ce rassemblement populaire a été un succès organisé en 3 jours. Et c'était un résultat absolument formidable. Mais le soutenir, pourquoi vous dites pour dans combien de temps? François Fillon. Parce qu'on sait bien, Caroline Cayeux, c'est l'actualité en ce moment même. Il y a un comité des Républicains au siège. Ça risque d'être très tendu, avec beaucoup sûrement de critiques sur François Fillon. De toute façon, les choses sont claires. La balle est dans le camp de François Fillon. Il a été légitimé encore hier par cette foule innombrable. Alors on ne va pas discuter sur les 10 000 de plus ou 10 000 de moins, mais on ne peut pas dire que ça a été un succès. Moi, je connais des gens qui sont venus de l'Oise, mais il y en a eu du Midi qui ont payé leur place. Donc franchement, ceux qui ont voté pour François Fillon à la primaire et bien d'autres sont venus lui témoigner leur soutien et leur soutien à leur projet. Donc moi je dis, il n'y a pas de plan B et c'est à François Fillon de continuer sa campagne. Il a nos soutiens. Oui, Damien Abad, mais le soutien des militants, dont Alain Juppé a dit qu'il se radicalisait ce matin, est-ce qu'il peut se substituer, ce soutien des militants, au soutien des 300 élus quasiment qui l'ont délaissé? D'abord, ce ne sont pas des militants radicalisés. Ce sont des femmes et des hommes. Ce sont les propos d'Alain Juppé ce matin. Je le dis comme je le pense. Ce sont des femmes et des hommes qui sont engagés au service d'une cause commune, au service d'une ligne politique clairement identifiée, celle d'une alternance forte et courageuse, et au service d'un projet de redressement de la France. Et ensuite, il est faux de dire que François Fillon, finalement, se retrouvait uniquement avec une mobilisation populaire sans des élus. Il y avait beaucoup d'élus, beaucoup de parlementaires, hier autour de François Fillon, et il y en aura encore beaucoup plus demain. Finalement, quelle est la question qu'on doit se poser? Est-ce que François Fillon est sorti renforcé ou pas de ce week-end? Clairement oui, la situation est nettement meilleure aujourd'hui qu'elle y était il y a 48 heures, et je suis certain que dans 48 heures, elle sera encore meilleure. Ouais, Fabienne Keller, on parlait du renoncement d'Alain Juppé ce matin. C'est vrai qu'il a douché un peu tous les espoirs de ceux qui le soutenaient, qui auraient vu en lui un recours pour sortir de cette crise qui secoue actuellement la droite. C'était un renoncement en forme de réquisitoire aussi, très violent envers François Fillon. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Alain Juppé a été appelé par effectivement environ 300 élus qui simplement discutent avec les habitants, qui entendent leur désarroi, eux qui ont désigné par la primaire très clairement François Fillon, et qui ne le reconnaissent pas, qui ne le reconnaissent plus quand il attaque la justice,
quand il est pris dans des affaires alors qu'il avait une formidable image de probité. C'est pourquoi moi-même j'ai appelé François Fillon à regarder avec ses amis. J'ai envie de dire, si je le rencontrais, je lui dirais, François, nous avons tellement peu de chance de l'emporter, de pouvoir mettre en œuvre notre programme. Il faut que nous réfléchissions à une alternative. Et bien sûr, mais là je ne suis pas très objectif, pour moi Alain Juppé était celui qui était le plus en capacité de porter cette solution. Mais il fallait évidemment, et là je suis complètement d'accord, que François Fillon fasse le geste de passage de relais, parce que c'est lui, clairement lui seul, qui a la légitimité de la primaire, puisque les Républicains, comme l'UDI, on a fait le choix de transférer cette responsabilité à la primaire. Il a été désigné par des millions de personnes. Absolument. Mais l'enjeu, c'est aujourd'hui d'être au second tour. Et c'est pas du tout ce que j'entends sur le terrain. C'est pas non plus ce que montrent les intentions de vote. Donc voilà, moi je vois le mur de l'échec qui s'approche. Donc l'impossibilité pour nous de redresser la France, de redonner confiance pour recréer de l'emploi pour nos jeunes, de jouer notre place en Europe. On a le Brexit là dans quelques jours. Les Lords vont finir par voter l'accord. Et la France a un rôle central. Les 27 autres États membres nous regardent pour porter cette vision à moyen terme. Et tout ça, a priori, on n'est pas en mesure, on ne sera pas en mesure d'assurer. Au fond, ce qui est notre responsabilité, c'est de dérouler, de mettre en œuvre un projet d'alternance exigeant, sur le plan budgétaire par exemple, mais aussi porteur d'espoir. Pardon à Fabienne Keller, mais bien selon l'AFP, François Fillon aurait déclaré devant le comité politique LR qui se tient en ce moment, il n'y a pas de plan B, il faut que chacun se reprenne. François Fillon s'exprime, on a bien compris hier soir qu'il était déterminé, obstiné même. Je voudrais quand même souligner la stature d'Alain Juppé dans sa déclaration, qui a pris acte du fait qu'il n'y avait pas un consensus autour de sa candidature et surtout de cette rigidité de François Fillon, alors que nous le savons, nous avons passé 6 semaines terribles et ce n'est malheureusement pas terminé. On va donner la parole à Éric Doligé. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que cette droite, qui avait un boulevard aussi, là je reprends les propos d'Alain Juppé, est aujourd'hui dans une impasse selon vous, Éric Doligé? On parle de votre propre famille politique qui est peut-être en train aussi de se déchirer avec cette crise. Non, moi je ne pense pas qu'on soit dans une impasse. On ne peut l'être qu'à condition qu'on soit déchirés les uns entre les autres et qu'on n'arrive pas à se mettre derrière le même candidat. Je ne comprends pas que dans une même famille politique, et dans une famille tout court, on n'arrive pas à suivre son leader. C'est comme ça, dans la politique, il faut savoir mettre dans sa poche ses états d'âme. On en a tous eu à un moment donné par rapport à tel candidat par le passé, mais on a su suivre le candidat. Est-ce qu'on peut parler d'état d'âme aujourd'hui, Éric Doligé? On sait qu'il y a cette mise en examen qui se profile le 15 mars avec la convocation chez les juges pour François Fillon. Il l'a déclaré lui-même, il l'a annoncé lui-même à la presse mercredi dernier. Je pense que c'est un sujet qui, pour moi, maintenant, c'est un débat qui est clos. On s'en est expliqué. Il a été dit tout ce qui devait être dit sur le sujet. Vous savez, quand on parle de Benoît Hamon et de certaines facilités qu'il a pu avoir dans sa famille en matière de travail et de débouchés, etc., ça ne fait pas de bruit, on n'en parle pas. Vous pensez à quoi, Éric Doligé? Je pense à la même chose que vous, probablement. Non, je ne sais pas à quoi vous pensez. Si, je l'ai lu dans le Canard enchaîné, mais ça n'a fait qu'un entrefilet et puis on n'est pas allé plus loin. On veut absolument... Parce qu'il n'y a pas d'information judiciaire peut-être sur Benoît Hamon. On veut que la droite ne puisse pas reprendre les rênes du pays alors que le pays est dans une situation dramatique. Donc est-ce que l'on veut du hollandisme encore pendant 5 ans et à ce moment-là on continue à critiquer François Fillon ou à dire des petites phrases? Est-ce qu'on le veut Marine Le Pen et on est en train d'en prendre le chemin si nous continuons dans notre famille à ce jeu-là? Moi, je ne joue pas ce jeu-là. Je suis fidèle en politique, j'ai toujours été fidèle. Tout à l'heure, vous aviez fait une petite erreur en disant que j'avais soutenu Sarkozy. Oui, en 2007, oui, en 2012, parce que je pensais que c'était le bon candidat à cette période-là. Je pensais qu'en 2017, et je pense que c'est François Fillon qui est notre candidat et qui doit nous porter à la victoire. Alors donc, justement, on va parler des sarkozystes, peut-être Damien Abad, puisqu'on sait qu'ils se réuniront demain à l'Assemblée nationale, les juppéistes. Il y aura un petit déjeuner demain autour de Jean-Pierre Raffarin, ici au Sénat. On sait qu'ils appellent aussi François Fillon à désigner lui-même son successeur ou peut-être à former un ticket avec François Baron. Est-ce que c'est une hypothèse qui est encore sur la table, selon vous? D'abord, le successeur de François Fillon, c'est François Fillon lui-même. Je crois qu'il faut être très clair ce soir.
il n'y a pas de plan B, il n'y en avait pas avant, il y en a encore moins ce soir, compte tenu du fait que même la médaille d'argent a renoncé dans cette primaire. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est que il ne faut pas qu'on refasse un troisième tour d'élection primaire. On n'a pas à refaire ici le match de la primaire. Le match a été clair, sur une ligne politique qui était clairement identifiée. Donc ensuite, que les sarkozystes, que les juppéistes, moi-même j'ai voté pour Bruno Le Maire au premier tour de cette primaire, se réunissent, c'est tout à fait légitime dans une famille politique. Aussi quitté l'équipe de campagne. Mais ce qui compte, je veux dire simplement une chose, c'est que chacun doit être en responsabilité. Et aujourd'hui, quand vous avez un Front National, quels que soient d'ailleurs les candidats qui se présentent, entre 25 et 30%, la responsabilité de notre famille politique de la droite et du centre, c'est de se rassembler au premier tour. Moi, je n'ai pas envie de revivre les temps du RPR-UDF. Je n'ai pas envie de primaire institutionnelle, je n'ai pas envie de troisième âge des primaires, et je crois que les électrices et les électeurs de la droite et du centre nous demandent simplement cette responsabilité-là. Alors après, on peut avoir des doutes, on peut avoir des interrogations. Je comprends ce que dit Fabienne Keller, mais je lui dis aujourd'hui, je crois que le temps des interrogations et le temps des doutes doit être derrière nous et que nous devons toutes et tous nous mobiliser pour faire gagner notre famille politique, parce que sinon, le choix que nous aurons, ça sera le choix entre le télévangéliste Emmanuel Macron ou une politique de régression économique et sociale incarnée par Marine Le Pen. Ouais. Est-ce que vous pensez, Caroline Cayeux, on voit que Gérard Larcher vient de réagir lors de ce comité LR, il a déclaré que François Fillon a mis fin aux hésitations et que le débat est clos. Vous y croyez vraiment que la page est tournée aujourd'hui? Je ne demande qu'à y croire, parce que je pense qu'il est urgent qu'on puisse parler du projet. Et c'est ce projet aussi que les Français ont soutenu, ont voté pour ce projet. Un projet, comme le dit Damien Abad, de redressement du pays, un projet pour l'emploi, un projet pour la sécurité contre le terrorisme. Et je pense qu'il est enfin important qu'on puisse se parler des vraies choses. Mais je dirais autre chose. Le temps que l'on perd dans ces réflexions, dans ces états d'âme, dans ces moments où on veut proposer une alternative, un plan B, un plan J, un plan je sais pas quoi, c'est du temps perdu sur le terrain. Et quand vous parliez tout à l'heure de radicalisation, c'est ça, c'est pour cette raison-là que nos électeurs sur le terrain en ont marre. Ils veulent qu'on travaille, ils veulent qu'on leur présente le projet. Et plus on va attaquer maintenant François Fillon, plus ils vont se radicaliser et le soutenir mordicus. Ouais. Je crois Est-ce qu'il peut continuer sa campagne avec cette épée de Damoclès sur la tête? On parlait de sa convocation le 15 mars chez les juges. Je suis d'accord avec Éric Doligé. Il faut tourner la page de ces procédures. Je pense qu'aujourd'hui, les Français attendent autre chose. Et moi, je me souviens de certaines campagnes électorales où, faisant fi de tout ce qui pouvait se passer, eh bien, certains candidats sont arrivés à la présidentielle, ont gagné. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est important. Les Français ont compris qu'il y avait eu un calendrier qui s'était entrechoqué d'une manière un peu particulière. Moi, je respecte la justice, je respecte ce qui se passe, mais je pense qu'aujourd'hui, le temps est passé des atermoiements. Il faut aller sur le terrain. Comme demain, à Orléans d'ailleurs, chez Éric Doligé, eh bien, c'est ça qui est important. Moi, j'étais la semaine dernière à Nîmes et je peux vous dire qu'avec Damien Abad, les gens qui étaient là étaient vraiment dans une ferveur de soutien à François Fillon. Et quand ils étaient interrogés, ils nous ont dit « si on nous enlève François Fillon, on votera Marine Le Pen ». Donc c'est là aussi le problème de conscience aiguë que doivent avoir nos collègues. Je vous propose de réécouter Alain Juppé. C'était ce matin depuis la mairie de Bordeaux. Il s'est quand même livré un réquisitoire contre François Fillon. Écoutez tout de suite. Quant à nous, la droite et le centre, quel gâchis. Au lendemain de notre primaire, dont le résultat a été incontestable et incontesté, François Fillon, à qui j'avais immédiatement et loyalement apporté mon soutien, avait un boulevard devant lui. Je lui ai renouvelé ce soutien à plusieurs reprises. Le déclenchement des investigations de la justice à son encontre et son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique, l'ont conduit dans une impasse. Une partie du centre que certains d'entre nous ont rudement stigmatisé nous a quittés. Comme l'a montré la manifestation d'hier au Trocadéro, le noyau des militants et sympathisants LR s'est radicalisé. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination.
Fabienne Keller, on voit bien quand même, quand il parle d'un système de défense basé sur le complot, sur l'assassinat politique, c'est quand même violent par rapport à un membre de sa propre famille politique, ce que nous a dit Alain Juppé ce matin. On parlait de temps perdu, Caroline l'évoquait tout à l'heure. Ce qui nous a tous surpris, pour ne pas dire choqués, c'est l'écart entre le candidat désigné fin novembre, derrière lequel on s'est tous rangés. Et j'ai envie de dire, les juppéistes encore plus que les autres, on n'a rien dit au début de cette affaire et pendant plusieurs semaines. Et puis il y a eu mercredi cette attaque contre la justice. Je crois que ça, il faut le regarder en face. Et si d'aventure François Fillon reste candidat, il faut qu'il revienne sur ces attaques. C'est pas possible de les laisser comme un élément de sa posture. Dans son discours, de la même manière, il a, de manière incroyable, annulé sa campagne. Il devait aller au Salon de l'Agriculture pour lui-même mettre en scène les affaires judiciaires qu'il subit. On ne peut pas passer comme ça, effacer. Il faut qu'avec votre aide, il regarde la réalité en face et ses points de faiblesse. Il ne faut pas qu'ils nous conduisent à avoir des semaines de campagne à l'image des 6 semaines qu'on a vécues jusque-là, sans traitement du projet, sans construction de ce que les Français effectivement attendent. Là-dessus, je suis totalement d'accord. C'est des propositions. Mais il y a ce problème d'être audible quand on est perturbé par des choses qui touchent les Français. Et je crois qu'il faut avoir conscience que cette question de la sincérité, du respect de la parole donnée, qui a été remise en cause, le respect aussi de cette rigueur, de cette sobriété qu'il incarnait au moment de la primaire, c'est un sujet sur lequel il va falloir travailler. Sinon, nous n'avons pas de chance de pouvoir décliner notre programme à tous, parce qu'en fait, à la primaire, à quelques réglages près, on avait très largement le même projet. Éric Doligé, on parlait effectivement de ce soutien des militants, mais il a peut-être aussi perdu une partie du soutien du parti. On sait qu'il a joué cette carte, finalement, du peuple contre le parti. Est-ce que ça fait gagner une présidentielle, selon vous? Non, mais le parti, il va revenir derrière lui. Enfin, moi, je ne me fais pas... Vous pensez que les désaffections qu'on a enregistrées ces derniers jours, les gens vont revenir? Est-ce qu'on veut gagner ou est-ce qu'on ne veut pas gagner les élections? Est-ce qu'on veut que ce soit Marine Le Pen ou Macron qui soit président de la République et que la France s'enfonce un peu plus? Je pense que les Français sont suffisamment raisonnables et que la droite est suffisamment raisonnable pour se rassembler derrière un homme. Alain Juppé serait dans la situation de François Fillon avec les mêmes problèmes, les mêmes ennuis, mais il serait le candidat désigné. Je le suivrais les yeux fermés parce que ça serait la chance pour la droite de gagner. Et bien c'est François Fillon et je pense qu'il faut regarder notre candidat et son programme et le suivre, et qu'il ne faut pas se poser des questions en se disant finalement je ne vais pas aller voter, ou je vais aller voter Le Pen, ou je vais aller voter Macron. Ça n'est pas normal, ou alors on ne fait pas partie de la famille. Et je pense, moi, personnellement, que les parlementaires qui sont partis, peut-être un peu hâtivement, vont réfléchir, vont faire acte. Ils peuvent encore revenir selon vous et vous les accueillerez? Bien sûr qu'ils vont revenir. Législatives après. Bien sûr qu'ils vont revenir. Il y a quand même la question qu'il faut se poser. J'espère qu'ils l'ont regardé. Est-ce qu'il y a un autre candidat qui serait en capacité de porter le projet? Non. Et c'est fini. Alors, on parlait de l'hypothèse François Baroin, Fabienne Keller. Il y a François Baroin, on a évoqué aussi Valérie Pécresse. C'est pas en essayant de me couvrir que vous résoudrez ce problème. Il faut regarder les choses en face. Alors c'est peut-être ma formation, mon caractère, qui me conduit à me dire je ne vais pas dans le mur sans essayer de trouver une meilleure Fabienne, on ira solution. dans le mur si on continue à extrapoler, à réfléchir, à faire des tambouilles, comme disait hier François Fillon. Aujourd'hui, la chose est claire. Apparemment, il y a eu une conclusion de Gérard Larcher, on nous le disait à l'entrée de ce débat. François Fillon est toujours candidat. Il sera notre candidat. Donc, retroussons-nous les manches et faisons gagner la France. Damien Abad. Oui, je crois vraiment, et Fabienne, qu'il faut qu'on tourne la page de la question du plan B. Par contre, il faut aussi entendre les 2 points qui ont été soulevés. Le premier, sur la question de la justice, notamment. Il y a eu un cap et un changement de cap au Trocadéro. Merci Fabienne Keller. Mais je suis certain qu'on va se retrouver parce que
les jupéistes ne sont pas si loin de nous que cela. D'abord parce qu'au Trocadéro, très clairement, le combat qui a été mené, ça n'a pas été du tout un combat contre la justice ou un combat contre les médias. Ça a été un combat pour une alternance forte et courageuse. Même si les principaux soutiens, on sait Christophe Béchu, Benoît Paru, qui soutenaient Alain Juppé, qui était dans le comité justement organisateur de soutien de François Fillon, ils ont tous quitté le navire, Damien Abad. Il y avait des craintes. Je crois que ces craintes ont été levées avec le cap qui a été fixé au Trocadéro, qui est un cap très clair. Et la deuxième chose qui a été soulevée, c'est que François Fillon lui-même a reconnu qu'il avait fait des erreurs. Vous savez, personne n'est au-dessus des normes, et que donc il a reconnu lui-même qu'il avait fait un certain nombre d'erreurs. C'est humain de faire des erreurs. Et au nom de quoi ? Parce qu'il y aurait eu telle ou telle erreur de communication faite, il serait aujourd'hui disqualifié. Je ne crois pas. Je crois que notre responsabilité de notre famille politique, c'est aujourd'hui de se serrer les rangs, de serrer les coudes et d'ouvrir les portes pour les jupéistes, pour toutes celles et tous ceux qui finalement sont partis, mais doivent comprendre qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est la France. L'enjeu, c'est l'avenir de notre pays, et ça, c'est beaucoup plus important que tous les petits chicayas politiciens. Oui. Caroline Cayeux, s'il est mis en examen le 15 mars, François Fillon, il va pouvoir continuer. Est-ce que de nouveau, on voit bien au sein de votre famille politique cette question qui va revenir sur le devant de la scène? Quand on parle de François Fillon, on parle toujours dans un esprit de condamnation. Mais enfin, écoutez, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand même, la présomption d'innocence a été bafouée, le secret de l'instruction n'existe plus. Quand je pense qu'on voit les PV d'entretien dans le journal du dimanche, enfin moi, j'ai fait un peu de droit dans ma vie, je trouve ça assez surprenant. Donc aujourd'hui, nous sommes en campagne, je maintiens que nous devons présenter le projet, travailler sur le terrain et ne plus s'occuper de l'écume de ce qui se passe autour. Ça sera malgré tout peut-être un énième rebondissement, puisque même s'il y a eu ce comité politique aujourd'hui, je vous le disais, pour Gérard Larcher, le débat est clos. Est-ce que c'est juste peut-être une petite parenthèse jusqu'à cette convocation chez les juges, Éric Deléger, le 15 mars? On n'en parle pas beaucoup, mais ce matin, il y avait la rencontre avec les PME. On en a parlé, on a vu François Fillon applaudir, acclamer par les petits voilà des moments forts. Les chefs d'entreprise, les PME sont des gens qui travaillent énormément tous les jours et pour grandir la France et pour développer l'activité économique et employée. Donc ces gens-là savent que notre candidat François Fillon a un risque d'être mis en examen ce matin. Ça ne les a pas empêchés de faire une standing ovation au début et à la fin, parce qu'ils reconnaissent que c'est lui qui porte le programme qui devrait sortir la France des difficultés économiques dans lesquelles elle se trouve. Donc toutes les problématiques, je dirais, annexes, eh bien, on les met de côté. Il y a des difficultés, on passera ces difficultés dans les mois et dans les semaines qui viennent. Et puis, ce qu'il faut, c'est entraîner la France vers le haut. Et ce matin, l'attitude des chefs d'entreprise démontre bien que les petites gens, entre guillemets, les petites entreprises, les gens qui étaient là hier, veulent que la France se redresse. Alors, il y a cette problématique de la mise en examen, mais vous savez, des mis en examen, il y en a énormément qui n'ont pas forcément... Vous avez eu Éric Woerth, vous voyez, après la justice ne s'est pas... Bon, oui, il n'a jamais été candidat à la présidentielle. On est dans un contexte particulier, Éric Deléger aussi. Mais Gérard Longuet, on lui a coupé les ailes à un moment donné, et puis finalement, on a reconnu après qu'il n'y avait rien du tout. Donc une mise en examen ne signifie pas non plus que la personne est coupable. La justice française est ainsi faite et le droit est ainsi fait qu'une mise en examen, ça n'est pas une culpabilité. Donc notre candidat a un vrai programme, il peut tirer la France vers le haut et moi je lui fais une totale confiance. Ouais, Damien Abad, on évoquait quand même peut-être le rôle que pourrait jouer François Baroin dans les semaines à venir. François Baroin qui est le président de l'Association des maires de France, ça serait un soutien, il faudrait qu'il s'affiche peut-être comme une sorte de ticket, qu'il forme un ticket avec François Fillon, qu'il dise peut-être clairement, et il l'avait dit d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, qu'il dirait clairement qui serait son Premier ministre justement pendant cette campagne. Bon, ça va faire l'objet de discussions bien entendu. Moi ce que je note, ce que je retiens, c'est que le soutien de François Baroin à François Fillon est pour le moins indéfectible, qu'il a été lui-même présent d'ailleurs dimanche au Trocadéro, et que François Baroin, parce qu'il est président de l'Association des maires de France, parce qu'il incarne aussi certaines modernités politiques, correspond tout à fait et est tout à fait complémentaire avec le profil de François Fillon, et que bien entendu, ce sont des choses sur lesquelles nous devons travailler, mais au-delà même de cet éventuel ticket, nous ne manquons pas de talent dans cette famille politique. Et au-delà de cela, ce qui compte surtout, c'est ce que disait Éric Deléger, c'est que finalement on retienne aujourd'hui l'image que moi j'ai envie de retenir aujourd'hui, c'est celle de François Fillon ovationné par les chefs d'entreprise.
J'ai été avec lui à la CGPME tout à l'heure. Et je peux vous dire qu'entre lui et Emmanuel Macron, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo sur le projet, il n'y avait pas photo sur la compétence, et il n'y avait pas de photo non plus sur la direction sur laquelle on veut orienter notre pays. Je crois que quand on va arriver dans les débats, et notamment le 20 mars prochain, on aura le premier débat, eh bien je crois que François Fillon va pouvoir tirer son épingle du jeu, remobiliser sa famille et élargir son électorat. Et moi, je suis certain d'une chose, c'est que la victoire, elle est possible. Caroline Cayeux, sur cette possibilité d'un ticket avec François Baroin, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce soir? Est-ce que vous l'appelez de vos voeux? Écoutez, d'abord, je pense que ça n'est pas à nous de décider quoi que ce soit. La balle est dans le camp de François Fillon. Maintenant, je connais bien François Baroin, c'est un ami. Il est en effet président des maires de France. Moi, je préside une autre association d'élus. Et évidemment, nous voyons ça d'un bon œil. Mais encore une fois, avec la réserve que m'impose de ne pas parler à la place de François Fillon. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Moi, ce que je voudrais revenir sur le fait que hier, finalement, ça a été un soutien massif. Et je pense qu'en effet, quand on dit que la présidentielle est la rencontre entre un homme et le peuple, je crois que hier, François Fillon a rencontré les Français, les a convaincus qu'il y avait une nouvelle dimension dans cette campagne. Et quand Bruno Retailleau parle du pacte du Trocadéro, eh bien moi, je suis solidaire du pacte du Trocadéro. Ouais, même si je renouvelle ma question. C'est vrai que ce soutien des militants, ça ne fait pas non plus gagner cette campagne sur le terrain. On sait qu'elle s'annonce malgré tout difficile. Caroline Cayeux, on a vu à chaque déplacement des bruits de casseroles, des oppositions, oui, et il y a des 3500 personnes dans les salles. Il y a des standing ovations, comme dit Damien Abad. Je peux vous dire, nous étions ensemble à Nîmes. C'était au plus fort de la crise et tous les élus étaient là, de la droite, du centre, des non-inscrits. Et je crois que ça a été un moment extrêmement fort aussi pour François Fillon, donc qui jalonne ces semaines et qui lui montre que finalement, eh bien, les gens sur le terrain, les Français, sont derrière lui et maintiennent sa candidature. Moi, je peux vous dire, j'ai eu des centaines de SMS et de mails depuis hier me disant « J'espère que vous n'allez pas nous priver de notre candidat parce que c'est son projet. » Et c'est ça qui est important. Ils veulent qu'on donne du travail à leurs enfants, ils veulent qu'on parle de sécurité et je pense que c'est là ce qui est la force de François Fillon. Mais est-ce qu'il peut bénéficier d'un rassemblement de son parti? On le disait aussi, et on n'a pas parlé de l'UDI, le soutien qui risque de faire défaut aussi de votre allié centriste, Éric Doligé. Je pense qu'il y a déjà des alliés centristes qui ne sont pas partis, qui sont toujours présents. Il y a Sauvadet et un certain nombre d'amis centristes qui sont là. Je suis persuadé qu'après cette période un peu délicate, un peu difficile, de déception pour certains, ils vont revenir. Ils vont revenir parce qu'ils veulent... ils ont une idée de la France, une idée de la France différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Ils ont envie de la voir grandir au plan national et international. Et cela m'étonnerait que nos amis UDI jouent le jeu ou veulent jouer le jeu, soit de Macron, soit de Le Pen. Ce n'est pas dans leur gène. Donc ils vont nous rejoindre progressivement et nous les accueillerons avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Eh bien, merci beaucoup Éric Doligé, merci Damien Abad, merci beaucoup Caroline Cayeux d'avoir participé à ce débat. On en vient à présent à l'autre temps fort de l'actualité. Aujourd'hui, c'est ce mini-sommet européen qui se tient ce soir à Versailles. C'est un sommet quadripartite à l'initiative de François Hollande pour préparer l'après-Brexit, mais aussi l'avenir de l'Union européenne. L'enjeu est crucial dans cette campagne pour la présidentielle. Tour d'horizon des différentes propositions des candidats sur l'Europe avec Héloïse Grégoire. À 2 mois de l'élection présidentielle, la grande absente, c'est elle. L'Europe ne trouve pas de place prépondérante dans les débats, pourtant elle est au cœur du programme de certains candidats. Benoît Hamon crée la surprise en envisageant la restructuration de la dette. J'organiserai avec nos partenaires européens l'annulation de la dette accumulée depuis 2008 par les pays membres les plus endettés et détenus par les États membres de l'Europe. Une mesure qui divise au sein du Parti socialiste. Le candidat associe également Europe et écologie. Il prône un plan d'investissement de 1 000 milliards d'euros pour financer la transition écologique à l'aide des marchés financiers et de la Banque centrale européenne. De son côté, François Fillon divise son projet en 3 parties. Faire de l'euro une monnaie de réserve indépendante du dollar, réformer certaines institutions telles que la Commission européenne et maîtriser les frontières et les migrations à travers ce qu'il nomme un Schengen de la justice. Emmanuel Macron veut lui préserver les accords de Schengen. Il envisage de renforcer l'agence Frontex en mobilisant 5 000 gardes frontières européens.
Un budget de la zone euro sera également voté par le Parlement et exécuté par un ministre de l'économie et des finances dédié. Pour Marine Le Pen, c'est adieu cher euro. Elle veut mettre à plat les négociations avec les partenaires européens. Sur la table, le retour des contrôles aux frontières, l'indépendance monétaire, législative et économique. En cas de refus, la présidente du Front National organisera un référendum sur le maintien ou la sortie de la France de l'Union européenne. Cette semaine, l'hebdomadaire britannique The Economist titrait « La prochaine révolution française, une élection qui décidera de l'avenir de l'Europe ». Réponse le 7 mai. Et on va d'ailleurs retrouver Noura Hamadi en direct de Versailles. Vous suivez pour nous, Noura, ce sommet, ce mini-sommet européen. Quels sont les enjeux de cette rencontre, je le disais, quadripartite ? Oui Delphine, effectivement, je suis ce sommet et les chefs d'État viennent à peine d'arriver. La garde républicaine vient de lever le camp. L'objectif ici, c'est de montrer une image unie entre les 4 principales puissances économiques et les plus peuplées de l'Union européenne avant les 60 ans du traité de Rome prévu le 25 mars prochain à Rome. Et entre-temps, en fait, de faire des propositions qui vont devoir peser sur l'avenir de l'Union européenne. Il y a quelques jours, Jean-Claude Juncker émettait en fait son livre blanc sur l'avenir de l'Europe avec plusieurs propositions de futur pour cette Union européenne. Plusieurs scénarios sont possibles, de celui du statu quo à celui de l'approfondissement à la sauce fédérale, un petit peu à l'américaine, et cette possibilité voulue par les Français et pour la plupart des pays européens historiques en fait de faire une intégration plus avant sur certains dossiers. Ce sommet du coup informel se tient ici pour essayer de mettre en œuvre en fait une stratégie commune entre ces 4 grandes puissances, Italie, Espagne, France et Allemagne. Et l'idée est donc de peser dans les prochains jours afin de pouvoir obtenir, pourquoi pas, le 25 mars prochain, cette idée d'une Europe approfondie à plusieurs vitesses, hein, cette Europe à la carte qui est portée par la France et par l'Allemagne depuis longtemps. L'objectif également, bien entendu, c'est de montrer une image d'unité dans une Europe ici en déconfiture et avec ces 4 principales économies. Et à quelques semaines de la fin de son mandat, pour François Hollande, c'est un petit peu un baroud d'honneur. Et là, une belle opération de communication à l'heure où aujourd'hui tous les regards se portent sur la France avec une peur de toute l'Europe de voir Marine Le Pen potentiellement arriver et au second tour. Et pourquoi pas, c'est ce qui bruisse dans certaines capitales, un risque de revoir un petit peu un scénario à la Trump avec une Marine Le Pen accédant au pouvoir. Justement, Noura, comment ce sommet est-il perçu par les autres pays européens qui finalement n'ont pas été conviés ? Effectivement, Delphine, ce sommet est donc à 4, comme je vous le disais, et inutile de vous dire que ça grince un petit peu des dents, notamment du côté des fondateurs. On pense notamment au Benelux. Les Belges et les Luxembourgeois ont fait savoir qu'ils n'avaient pas été, qu'ils n'avaient pas particulièrement apprécié de ne pas être invités. C'est un choix volontaire de l'Elysée que de se porter en fait sur ces 4 plus grosses économies et les 4 pays les plus peuplés. Mais autant dire que ça fait grincer des dents. Du côté notamment des pays de l'Est, derrière, c'est plus l'hypothèse en fait de cette Europe à plusieurs vitesses qui pose problème, et notamment également du côté des pays du Nord. On pense au groupe de Visegrad, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie, qui de leur côté en fait refusent l'idée d'une Europe à la carte et à plusieurs vitesses, tout en refusant l'option en fait de plus de solidarité, car ils ont peur d'une chose pour eux, c'est de perdre les fonds de cohésion, les fonds régionaux qui leur permettent de soutenir leur économie. Enfin, côté Roumanie, Bulgarie ou plus côté Pays-Baltes, c'est la peur de la Russie qui ressurgit. Pourquoi ? Car tout bêtement, une Europe à la carte, c'est peut-être aussi pour eux une Europe qui défend moins face à la menace Vladimir Poutine. Autant vous dire que ce soir, ce qui se joue, ce n'est pas seulement l'avenir de l'Europe, mais aussi l'avenir de ces quelques pays plus à l'Est face à la menace de la Russie. Merci beaucoup Noura pour votre analyse. Et justement, on va continuer à parler des enjeux de ce mini-sommet européen avec Yves Bertoncini. Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. Vous répondez aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Yves Bertoncini, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur de l'Institut Jacques Delors. On vient de le voir, c'est les images de ce sommet. Quels sont tout d'abord, selon vous, à votre sens, les enjeux d'un tel sommet, les enjeux d'une telle initiative de la part de François Hollande ?
serrer les rangs pour préparer le Conseil européen extraordinaire de Rome, c'est-à-dire les 60 ans d'un anniversaire qui ne va pas être célébré partout, mais qui est quand même devenu, du coup, le moment où les dirigeants européens, après le vote en faveur du Brexit, à 27, entendent redonner un sens à cette construction européenne, lui redonner un cap aussi. Donc, pour aller vers un sommet à 27, toujours 28, puisque les Britanniques sont là, il est utile d'avoir des étapes intermédiaires, cette fois-ci à 4, même si effectivement ça fait souvent grincer des dents. Oui. Mais enfin, c'est la question qu'on se pose, pourquoi ne pas d'y avoir aller invité le reste des 27? Pourquoi uniquement les 4 pays européens? François Hollande a expliqué dans son entretien aux médias européens qu'il aurait dû voir Angela Merkel. Ça, c'est admis en Europe, que la France et l'Allemagne se voient très régulièrement. Il a voulu ouvrir aux Italiens parce que c'est eux qui accueillent le sommet extraordinaire de Rome. Et puis il a ajouté l'Espagne pour faire bon poids, pour faire masse, je crois. Ce sont les 4 principales économies de la zone euro. À L3, c'est presque 75% du PIB de la zone euro. C'est aussi un équilibre entre 2 pays gouvernés par la gauche, 2 pays gouvernés par la droite, un peu du nord avec Allemagne, un peu de sud. C'est pas idéal, ça ne l'est jamais, mais enfin, ça pouvait pour lui permettre d'avoir un plateau déjà puissant en direction du sommet de Rome. Et alors justement, comment a été perçue cette initiative par les autres pays européens, ceux qui n'avaient pas été invités? Mal, mais ce n'est pas le groupe de Visegrad. Là, on n'est pas le groupe de Versailles. Vous voyez, c'est juste une occasion de se réunir à 4 à Versailles. Ce n'est pas formalisé. Les autres pays vont être présents dans les discussions, y compris à Rome. Les formats restreints ne sont jamais bien perçus, mais encore une fois, c'est utile parce que passer du 1 au 28, c'est beaucoup plus vertigineux que d'y aller par étapes successives. Alors, François Hollande a donné une interview à plusieurs journaux européens dans laquelle il propose de relancer l'Europe par la défense. Est-ce que c'est la solution aujourd'hui pour relancer l'Europe, pour lui donner un second souffle, la défense? C'est ça qui va séduire Au-delà de la les défense, citoyens? je dirais même la sécurité collective, et au fond c'est un retour aux sources, puisqu'on a lancé la construction européenne face à Staline, face à la menace soviétique, parce que nous avions peur de nous entretuer à nouveau, et ça a donné le lancement de la construction européenne au départ, la communauté charbon-acier. Ensuite, ça a emprunté des voies économiques, le traité de Rome, qu'on va célébrer pour ces 60 ans. Le projet français, ça avait toujours été tout de même davantage l'Europe puissance. Il y a une communauté européenne de défense dans les années 50. La France l'a proposé, la France l'a rejeté, plus exactement son Parlement. Aujourd'hui, ça revient sur l'agenda parce que l'environnement européen est dangereux. Et je dis bien sécurité collective parce qu'il y a des enjeux de défense, des enjeux militaires, mais il y a aussi le terrorisme islamiste. Le terrorisme islamiste, on ne le combat pas avec des chars ou avec des armes nucléaires. Donc c'est la sécurité collective, la défense, la justice, la police, le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne, qui effectivement peut redonner un sens à la construction européenne. Pas seulement ça, mais en particulier ça, parce que nous vivons dans un monde hostile, dans lequel, alors si on revient aux enjeux de défense, nos alliés américains traditionnels ne sont plus tellement sûrs de vouloir nous protéger. En tout cas, Donald Trump entretient le flou là-dessus. Absolument. Alors, il y a des enjeux électoraux majeurs cette année, particulièrement en France. Est-ce que l'Europe, à votre sens, peut disparaître face à la montée des populismes? Si ces peuples décident d'en sortir, oui, bien sûr. Les Britanniques ont décidé de sortir. Ils étaient quand même dans une position très particulière. Mais il est vrai que l'Union européenne n'est pas une prison, ce n'est pas l'Union soviétique. Mais vous ne craignez pas un effet domino après le Brexit? Moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait une exception britannique. Ils avaient d'ailleurs un statut très à part déjà au sein de l'Union européenne. Ils n'étaient pas, notamment dans la zone euro. Prenons simplement cet exemple. Sortir de la zone euro, c'est une toute autre affaire. Les 19 pays qui sont dans la zone euro, en sortir, ça veut dire autre chose que seulement, entre guillemets, seulement sortir de l'Union européenne, comme les Britanniques qui n'étaient ni dans l'euro ni dans Schengen. Et quand je dis seulement sortir de l'Union européenne, on voit bien que pour les Britanniques, c'est pas si simple. Parce qu'au fond, si c'était si simple, ça fait longtemps qu'ils auraient enclenché la procédure de divorce. Ce n'est toujours pas fait, ça crée quelques incertitudes. Et puis on verra au moment où le divorce sera consommé s'il n'y a pas quelques coups induits. Si les autres peuples qui regardent ce spectacle, mais surtout qui regardent le spectacle du monde, l'évolution du monde, qui est plein d'opportunités mais très lourd de menaces, estiment qu'ils s'en sortiront mieux seuls, ils peuvent tout à fait choisir de sortir. Et il peut y avoir aussi le réflexe inverse, consistant à dire tout simplement l'Union fait la force face à Poutine, face à l'État islamique. Peut-être qu'à 27, c'est mieux. Donc des menaces, des risques, mais l'Europe ne va pas se désintégrer. L'Europe peut, davantage que se désintégrer, devenir un peu congestionnée, c'est-à-dire continuer à vivre une sorte de crise de copropriétaire. Personne ne s'en va, à l'exception des Britanniques,
tout le monde reste. Simplement, on reste par convenance. On reste sans avoir envie, par exemple, de prendre sa part quand il s'agit de réparer la toiture. On ne veut plus payer. On chipote sur la solidarité, sur qui paye quoi. Ce n'est pas la désintégration, ça. Mais dans ce cas-là, on ne fait pas progresser l'Europe. On a de plus en plus de mal à travailler ensemble. Absolument. La crise de copropriétaire, c'est-à-dire qu'on ne déménage pas, on reste. Sauf que quand on se croise sur le palier, on se parle à peine. Et quand il s'agit de faire une réunion de syndic, plus personne ne veut y aller. Ou alors, quand on y va, plus personne ne veut payer. Ce n'est pas donc, encore une fois, la dislocation, mais c'est un affaissement de l'esprit européen et du fonctionnement de l'Union européenne. Alors, le traité de Maastricht, qui a posé les bases de l'Union européenne, fête cette année, précisément, c'est 25 ans. 25 ans plus tard, quel bilan dressez-vous de ce traité? C'est pas si mal, en réalité. Le traité de Maastricht, ça voulait dire une chose, notamment en France, c'était l'euro. L'euro, pour 10 pays, 10, ils sont toujours dedans. Alors la Grèce a bien failli sortir, mais elle est toujours dedans. Son peuple a souhaité rester à l'intérieur de la zone euro. Et puis il y en a 9 autres qui sont arrivés. Donc ça fait 19. C'est pas si mal. Bien sûr, avec beaucoup de turpitude, le règlement de copropriété, pour le coup, adopté en 92 et par la suite, qui a dû être révisé sous la pression de la crise. Ça voulait dire autre chose, le traité de Maastricht. C'était ces fameux piliers complémentaires, justement, sur la politique étrangère et de sécurité. Et puis la police et la justice, je dirais que ça a posé les bases presque trop tôt de démarches qui aujourd'hui s'avèrent nécessaires. Donc on va voir si aujourd'hui on va transformer l'essai du traité de Maastricht. Vous dites que c'était trop tôt. Qu'est-ce qu'il fallait prouver il y a 25 ans? C'était un signal d'unité après la chute du mur de Berlin, avant la réunification de l'Europe, le grand élargissement. Ce qu'il fallait, c'était ancrer l'Allemagne au sein de l'Union européenne. L'Allemagne qui redevenait unie, puis puissante. L'euro, d'une certaine manière, c'est un sacrifice allemand pour confirmer que son destin était européen. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été fait sous conditions allemandes, même si depuis, on s'en est très 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 largement écarté. Alors Maastricht, il y avait plusieurs piliers, vous l'avez évoqué à l'instant. Où en est-on justement de ces piliers, la politique étrangère de sécurité commune et la coopération policière et judiciaire, qui avait elle aussi été promise à Maastricht il y a donc 25 ans? Voilà, alors il n'y a plus de piliers d'abord, on les a réintégrés dans l'Union européenne au sens propre, mais où en est-on? Alors premièrement, sur la politique étrangère et de sécurité commune, la défense, on avait mis la charrue avant les bœufs. D'abord, il n'y avait pas de menace. Donc quand vous créez une Europe de la défense, alors qu'il n'y a pas de menace et qu'en plus il n'y a pas d'Europe, parce que c'est l'atlantisme qui règne, c'est évidemment très difficile. Maintenant qu'on a petit à petit mis en place les processus, c'est-à-dire un haut représentant, qu'on a doté d'un service. Aujourd'hui, il y a le service européen de l'action extérieure. Donc Mme Mogherini a un service, alors que M. Solana n'en avait même pas. Maintenant qu'on a commencé à forger des positions communes, et surtout maintenant que le contexte géopolitique s'y prête, on va peut-être avoir davantage de progrès de ce côté-là. Côté justice et police, c'est différent. Il y a quand même eu des avancées. Europol, par exemple, la coopération policière et judiciaire, le mandat d'arrêt européen, M. Abdeslam a pu être amené en France rapidement, remis aux autorités françaises grâce à ce mandat d'arrêt. Mais là, on se heurte aussi à des problèmes en termes de souveraineté. On a bien vu, je dirais malheureusement, après les attentats commis à Paris, que la coopération entre polices nationales est déjà extrêmement difficile. Alors la coopération entre polices européennes l'est davantage, et idem, et même pire encore, pour les services de renseignement. Et qu'en est-il de l'Europe sociale? L'Europe sociale, alors Jacques Delors l'avait beaucoup fait progresser. Il est vrai qu'elle est plutôt à l'arrêt depuis pas mal de temps, parce qu'il n'y a pas de volonté large en Europe, y compris d'ailleurs dans les pays vertueux en matière sociale, je pense aux pays nordiques, de la faire avancer. Les pays nordiques disent « ça va bien en matière sociale chez nous, que l'Europe ne vienne pas interférer ». Et puis de l'autre côté, dans les pays comme la Grèce ou le Portugal et l'Irlande, là, il y a eu des régressions sociales qui, d'une certaine manière, étaient promues par l'Europe FMI. Ça, c'était une parenthèse temporaire qui est en train de se refermer, mais ça va laisser des traces. Une dernière question très rapidement. Quel regard portez-vous en tant que spécialiste de cette question européenne sur l'élection présidentielle française? On le voit, malgré tout, l'Europe est très absente des débats, excepté dans le discours de Marine Le Pen, pour qui elle est surtout un exutoire. En vue d'Europe, c'est la mère de toutes les batailles, je dirais. Les Européens savent bien que les Français sont devenus eurosceptiques. Je ne crois pas pour ma part qu'ils soient majoritairement europhobes, c'est-à-dire qu'il y ait une majorité comme au Royaume-Uni pour quitter l'euro, par exemple, et donc l'Union européenne. Je crois surtout que les Français sont devenus franco-sceptiques. Ils doutent de l'avenir de leur pays et que s'ils pouvaient élire quelqu'un qui redonne un peu de confiance à ce peuple, qui est un grand peuple, eh bien, ils rendraient d'abord service
à la France, mais aussi à toute l'Europe. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bertrand Chine d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci beaucoup Saveria. Il est bientôt 19h, toujours en direct sur Public Sénat pour ce nouveau rendez-vous présidentiel 360. Tout de suite, le rappel des titres. Il n'y a pas de plan B. François Fillon vient de le réaffirmer devant les membres du comité politique qui se tient en ce moment au siège des Républicains. Pour Gérard Larcher, le président du Sénat, le débat est clos. Mais la droite est-elle pour autant sortie de la crise? Le débat est à suivre. Ce matin, Alain Juppé a lui confirmé qu'il ne serait pas un recours, même si le maire de Bordeaux a avoué y avoir réfléchi. Il s'est violemment attaqué à François Fillon, dont, je cite, l'obstination le conduit dans l'impasse. Vous l'entendrez dans un instant. Et comment être audible dans cette campagne? C'est aussi le défi que doit relever Benoît Hamon, le candidat de la belle Alliance populaire, qui a bien du mal à faire entendre ses propositions et qui doit aussi faire face à des voix dissonantes dans son propre camp. Reportage dans cette édition. Pour nous accompagner cet après-midi, on va retrouver Marie Brémaud, toujours en direct du siège des Républicains. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on va tout de suite retrouver Marie Brémaud. Où en est-on, Marie, de ce comité politique? On a pu voir Gérard Larcher estimer que le débat était clos. François Fillon, visiblement, de nouveau, a réaffirmé qu'il n'y avait pas de plan B. Exactement, Delphine. Le comité politique ne devrait plus tarder à se terminer. Mais déjà, quelques informations, comme vous l'avez dit, ont circulé. Il semble qu'ici, lors de cette réunion, les pro-fillonistes aient pris le dessus. François Fillon, vous l'avez dit, a clairement réaffirmé qu'il n'y avait pas d'autre plan B. Il a tout de même tenu à envoyer quelques signes d'apaisement à l'encontre de sa famille politique. Ainsi, il s'est dit prêt à rencontrer lors d'une réunion à trois Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Gérard Larcher, le président de ce comité politique, qu'on disait hésitant, a lui affirmé que le débat était clos. En fait, tous veulent mettre fin à ce mauvais feuilleton qui frappe leur famille politique depuis plusieurs semaines. Rassemblement, c'est le mot d'ordre, semble-t-il, lors de ce comité politique. Mais demain matin, il semble qu'il y a deux réunions qui se profilent. Un petit déjeuner près de l'Assemblée nationale autour des sarkozystes. Et puis une autre réunion au Sénat autour du juppéiste Jean-Pierre Raffarin. Pas sûr que le feuilleton prenne vraiment fin ce soir, Delphine. Merci beaucoup Marie pour toutes vos précisions. Et après un week-end mouvementé, justement, cette journée s'annonçait particulièrement décisive pour François Fillon. Il a réussi à sauver sa candidature, mais jusqu'à quand? Élément de réponse avec Quentin Calmy. Il pensait avoir échappé au plus gros de la tempête lors de son rassemblement au Trocadéro hier. Mais depuis ce matin, François Fillon continue de subir d'intenses pressions de la part de son propre camp. Des élus de toute tendance qui lui réclament de se retirer de la course à la présidentielle. Premier acte, 10h30 à Bordeaux. Alain Juppé renonce à nouveau à être le candidat de remplacement. Il tape au passage sur François Fillon, laissant même planer le doute sur son soutien. Moi, je soutiendrai celui qui portera nos couleurs lorsque nos instances se seront prononcées. L'acte 2 se joue au même moment. 7 élus proches de Nicolas Sarkozy se réunissent autour de leur mentor. Ils évoquent ensemble une nouvelle sortie de crise et expliquent à l'AFP. La ligne politique de Fillon est la bonne, mais ce dernier ne pouvant plus assurer l'unité de la famille politique de la droite et du centre, nous lui demandons de prendre ses responsabilités et de se choisir lui-même un successeur. Des sarkozystes qui se rencontreront demain matin à 2 pas de l'Assemblée nationale afin d'élaborer leur stratégie. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon, les 3 principaux leaders de la droite qui devraient se rencontrer demain après-midi. Il est impératif que ces 3 hommes d'État se voient et que eux 3 trouvent la solution à cette crise que nous connaissons. Des journées houleuses qui s'enchaînent donc pour la droite, sans qu'aucune sortie de crise ne soit toujours visible à l'horizon. Et on reviendra sur cette crise au sein des Républicains avec mes invités dans un instant. Alors que les projecteurs, on en parle justement, sont braqués sur le feuilleton Fillon. Benoît Hamon poursuit sa campagne. Le candidat de la belle Alliance populaire est à la peine pour faire entendre ses propositions. D'autant qu'il doit faire face, lui aussi, à des désaffections dans son propre camp. Stéphane Amalian. L'équipe de Benoît Hamon monte au créneau. L'affaire Fillon occupe selon eux tout l'espace médiatique et empêche le candidat socialiste de développer ses idées. Le débat projet contre projet, idée contre idée,
est complètement escamotée au profit de la chronique et des rebondissements liés à l'affaire Fillon. Même quand on parle à travers des propositions du sujet de la transparence, du statut des élus, etc., même ça n'arrive pas à percer ce que j'ai appelé un peu le mur d'une actualité médiatique. Un mur médiatique difficile à franchir, mais qui ne permet pas d'expliquer à lui seul la campagne inaudible de Benoît Hamon. Le candidat socialiste, coincé entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, a dû organiser une campagne courte dans un parti politique divisé. Benoît Hamon, non seulement il est candidat du Parti socialiste, mais il a un statut particulier, c'est celui de frondeur. Il n'est ni le représentant du courant majoritaire du Parti socialiste, on en a parlé, ni le président sortant, et donc il faut gérer à la fois la majorité du parti, le gouvernement en place. Des difficultés structurelles auxquelles s'ajoute celle de la constitution d'une majorité prête à gouverner. Et on ouvre tout de suite le second débat de Présidentielle 360, c'est tout de suite. Et mes invités qui m'ont rejoint sur ce plateau, Tristan Kinomo-Poil, bonsoir. Vous êtes journaliste politique au Figaro, merci d'être avec nous. Olivier Roucan, bonsoir. Bonsoir. Politologue, vous êtes chercheur associé au CERSA, auteur de ce livre, En finir avec le président, merci d'être avec nous. Erwan Lestrohan, bonsoir, directeur d'études à l'Institut BVA. Et Charles Consigny, bonsoir, éditorialiste politique au Point. Merci à tous les quatre. On le voit peut-être, première question pour vous, Tristan Kinomo-Poil, visiblement ce comité politique des Républicains qui est en train de s'achever. Le débat est clos, c'est ce qu'a dit Gérard Larcher. François Fillon a rappelé qu'il n'y avait pas de plan B. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir aussi facilement tourner la page ce soir? On va suivre demain matin le petit déjeuner des sarkozystes. Également le petit déjeuner des juppéistes, même si on a pour eux visiblement la réponse, puisqu'Alain Juppé l'a donné ce matin. Et puis si les sarkozystes finalement rentrent dans le rang, effectivement, ça sera la fin de toutes ces hypothèses, de tous ces plans B qui ont été évoqués. Et François Fillon pourra, a priori, repartir en campagne. Gérard Larcher, qui avait commencé à prendre un peu ses distances avec François Fillon, il est revenu ce soir à ses côtés. Donc ça montre que finalement, ça reprend son cours normalement. Ouais. Vous partagez cette analyse, Charles Consigny. Il y a cette volonté de tourner cette page, l'hypothèse du plan B, c'est avec le renoncement d'Alain Juppé, c'est définitivement une page qui se tourne dans cette campagne pour la droite? Je pense qu'on peut pas utiliser l'adverbe définitivement dans cette campagne. Je crois que François Fillon est sur une ligne politique qui est très demandée parmi l'électorat de droite. Et je pense qu'Alain Juppé n'aurait pas pu incarner cette ligne politique. Donc il me semblait depuis le début un peu illusoire de penser que c'était Alain Juppé qui pouvait remplacer François Fillon. D'autres gens auraient pu le faire. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas la même légitimité. Par exemple, quelqu'un comme François Baroin, qui incarne en plus une forme de jeunesse, de modernité, etc., en théorie, il pourrait remplacer François Fillon. Le problème, c'est qu'il n'était même pas candidat à la primaire. Nicolas Sarkozy, pour d'autres raisons, il ne peut pas le remplacer. En fait, il n'y a personne. Personne n'est vraiment crédible aujourd'hui pour remplacer François Fillon. Donc, il continue sa campagne. Moi, j'ai vu tout à l'heure qu'il a été ovationné quand il s'est exprimé devant des entrepreneurs au salon des petites et moyennes entreprises. Voilà. Il est invité par la CPME. C'est quand même intéressant. Quelqu'un dont tous les commentateurs expliquent que c'est un repris de justice en devenir. Il va dans un salon d'entrepreneurs et les gens l'ovationnent. Donc je vous dis que sur la ligne politique, il est le seul, parce qu'il a une ligne politique à droite très radicale, et dans le spectre aujourd'hui des candidats, personne ne porte cette ligne-là. Erwan Lestrohan, que disent les enquêtes d'opinion justement sur cet nouvel épisode ce week-end qui s'annonçait mouvementé pour François Fillon? Est-ce qu'il sort renforcé par cette séquence selon vous? C'est ce qui est vrai, c'est que la manifestation du Trocadéro, finalement, ça fait une certaine démonstration de force, parce qu'il y a tous ces drapeaux, et on ne peut pas dire que ça a consolidé la base électorale de François Fillon, mais du moins, ça a rompu avec l'image d'un candidat isolé. On montre que François Fillon a des troupes qui se mobilisent, et il y a quand même une démonstration de force de ce côté-là. Mais le problème qui demeure, en fait, pour les Républicains, c'est l'écho de ce que vous dites, c'est que la primaire a tranché la question du programme, la question de la personnalité, la question de la ligne idéologique, tout ça a été tranché par la primaire.
Pour autant, François Fillon, aujourd'hui, a une base électorale du fait du Penelope Gate, du fait de tout l'hiatus qu'il y a eu sur la sécurité sociale, a une base électorale qui ne permet pas d'envisager un rassemblement et une victoire finale à l'élection présidentielle. Donc se pose la question de la solution qui optimiserait les choses, tout en sachant qu'il n'y a pas de plan B naturel. Donc c'est tout ce qui peut faire le prolongement de la difficulté, mais il n'y a pas de casting idéal, sinon celui qui permettra de remporter l'élection, et c'est plutôt sur le projet que ça devrait se jouer. Ouais, Olivier Roucan, et il se trompe, François Fillon, quand il fait le pari justement du peuple contre le parti. Est-ce que sa base est suffisamment solide justement pour aller jusqu'à la victoire, jusqu'à la présidentielle ? Enfin, le peuple, c'est un bien grand mot pour 40 000 personnes. Et invoquer le peuple contre les institutions, c'est une rhétorique qui est à la limite du registre de la droite classique, je dirais même qui est hors du registre de la droite classique. Donc la radicalisation qu'incarne François Fillon de l'électorat de droite et qu'Alain Juppé ce matin a pointé du doigt, elle est effective et comme vous le disiez... le problème, c'est de sortir de ce socle. Il est là, il existe, il peut se mobiliser parce qu'il est organisé. On voit dans les enquêtes d'opinion que c'est un potentiel électoral assez âgé, que c'est un potentiel électoral très proche d'une droite catholique très militante. Mais la droite modérée, classique, dans la durée sous la Ve République, n'a jamais été identifiable à ce seul noyau. Donc l'enjeu pour François Fillon, c'est d'élargir. Et on a vu... avant l'affaire politico-financière, qu'elle soit déclarée, que François Fillon, qui commençait sa campagne sur un certain nombre de thèmes, a perdu pas mal de points en développant son programme. Donc là, il va se passer quelque chose. Peut-être qu'il aura plus d'espace pour dérouler son programme, mais ce n'est pas forcément pour lui gage d'une augmentation dans les intentions de vote. Tout le monde perd des points en déroulant son programme. C'est pour ça que Emmanuel Macron a attendu, pas de 30, quoi. A attendu le plus possible pour dérouler son programme. Dès lors que vous proposez des choses, surtout si c'est des choses tranchées, vous perdez des points. Emmanuel Macron n'a pas perdu de points en annonçant son programme. Il en a au contraire un peu gagné. Non, mais parce que vous aurez observé qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour s'attarder sur son programme, vu que pour l'instant, on s'est beaucoup attardé sur François Fillon. Je pense qu'en l'absence de l'affaire Fillon, si on avait passé toutes les mesures du programme d'Emmanuel Macron au scanner, il aurait perdu un peu de points. Et par ailleurs, moi, je crois que cet électorat de droite modérée dont vous parlez, je pense pas qu'il subsiste vraiment aujourd'hui en dehors de chez Emmanuel Macron. Il faut bien voir qu'il y a toute une France qui en a soupé du socialisme sous toutes ses formes, et notamment sur le plan économique, et qui demande un quinquennat durant lequel on baisse les impôts, on supprime les réglementations et on en termine avec les vieilles lunes de la gauche à la française. Vous ne pouvez pas rayer d'un trait de plume le Olivier Chirac. Roucan et ensuite Erwan Lessoin. Allez-y. Oui, allez-y. Non, mais je voulais simplement dire qu'il y a un héritage historique, un legs du chiracisme qui ne disparaît pas. Alain Juppé, même si la primaire en bout de course l'a défavorisé parce que notamment il n'a pas fait une campagne exceptionnelle, il portait quand même lui aussi une incarnation d'une certaine droite qui ne va pas s'effacer d'un trait de plume dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'il faut penser à l'après. Et en cas de victoire de François Fillon, il y aura une majorité à construire et cela s'avère, tout ce que nous avons vu ces quelques jours indiquerait que cela va s'avérer difficile. Erwan Lessoin. Oui, ce qui est intéressant, c'est deux chiffres. C'est de regarder ce que font les électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012. Sur 10 personnes qui votaient pour Nicolas Sarkozy au premier tour en 2012, aujourd'hui, il y en a 6 qui vont vers François Fillon. Uniquement, il y en a 2 qui vont vers Emmanuel Macron, 2 qui vont vers Marine Le Pen, globalement, tendance approximative. En ce qui concerne les électeurs de François Bayrou, il y en a 5 sur 10 qui se dirigent vers Emmanuel Macron, et encore uniquement 2 sur 10 qui se dirigent vers François Fillon. Donc c'est là où on peut parler de détérioration, c'est que finalement on ne capte pas le plein des voix comme le faisait Nicolas Sarkozy. Et si on regarde les électeurs de Nicolas Sarkozy au deuxième tour en 2012, donc ce qui pourrait être les sympathisants de la droite et du centre finalement dans leur ensemble, seul 1 sur 2 vote pour François Fillon au premier tour dans nos enquêtes d'intention de vote. Alors, Tristan Quinom-Poil, c'est vrai qu'on parle de Nicolas Sarkozy, on nous dit qu'il préfère perdre finalement avec François Fillon que gagner avec Alain Juppé. C'est vrai qu'il y a cette absence de consensus autour du plan B aussi qui a joué en faveur de François Fillon. Oui, mais Sarkozy ne voulait pas d'Alain Juppé. Le fait aujourd'hui de soutenir François Fillon, pour les sarkozystes, ça leur permet d'obtenir beaucoup de choses, parce que leur soutien devient extrêmement précieux. Nicolas Sarkozy est arrivé 3e de la primaire. Ce n'était pas celui qui avait
qui était le plus en capacité de revendiquer certaines choses. On l'a vu d'ailleurs avec Laurent Wauquiez, qui a eu un mal fou à obtenir la présidence des Républicains après la primaire. Et bien là, peut-être que ça va changer. Peut-être que Laurent Wauquiez va pouvoir l'obtenir si les sarkozystes soutiennent François Fillon. Et après la présidentielle, admettons que François Fillon ne soit pas élu, il y aura les élections législatives. Qui conduira la droite à ces élections ? Le président du parti. Et si Emmanuel Macron est élu, s'il a une peine à construire une majorité, pareil pour le Front National, peut-être que la droite a une chance, peut-être qu'il y a des électeurs de droite qui se détournent de François Fillon parce qu'il y a eu une polémique autour de lui pour la présidentielle, mais cet électorat de droite, il existe encore. On l'a vu pendant tout le quinquennat de François Hollande, il était extrêmement présent, il a envie de s'exprimer, et peut-être qu'il s'exprimera davantage, plus sereinement, plus calmement, lors des élections en juin, et ce sera le chef du parti qui pourra conduire une majorité. C'est peut-être aussi un plan auquel les sarkozystes pensent. Ouais, Charles Consigny, c'est vrai qu'on parlait aussi d'une hypothèse, d'un ticket avec François Baron. Est-ce que ça, c'est un moyen pour les sarkozystes de mettre un petit peu François Fillon sous cloche, si on peut dire ça comme ça ? Mais vous voyez bien que personne n'arrive à le mettre sous cloche. C'est aussi quelque chose qu'on remarque dans ces dernières semaines, c'est que c'est un homme qui a une ténacité invraisemblable. Il arrive tout à l'heure à la réunion des hiérarques... Vous parlez de ténacité, Alain Juppé parle d'obstination qui conduit la droite dans l'impasse. Mais peut-être, si vous voulez, la question, quelle est la question ? Je raconte juste l'anecdote, c'est que tout à l'heure, il arrive dans la réunion avec les hiérarques de la droite, qui ont tous un couteau entre les dents et qui s'apprêtent à le destituer, en fait, comme ils avaient fait à l'époque avec Copé, avec une grande violence, et Copé n'avait pas pu résister. Et Fillon, il arrive dans la réunion et il leur demande à eux de se ressaisir. Il leur dit maintenant, les mecs, ça suffit les conneries, on recommence cette campagne et puis vous vous calmez. Que chacun se reprenne. Bon, que chacun se reprenne. Je trouve ça incroyable dans sa position d'arriver, de dire aux gens maintenant il faut que chacun se reprenne. Et à la sortie, qu'est-ce qui se passe ? Ceux dont le soutien faiblissait font des déclarations pour dire que non, ils sont à fond avec lui. Bon, donc il a le cuir peut-être plus épais que ce qu'on pourrait penser. Après, la question que la droite doit se poser, c'est est-ce qu'elle peut encore gagner cette présidentielle ? Est-ce qu'elle peut encore, notamment, faire battre Marine Le Pen ? Est-ce qu'elle peut encore être au second tour de la présidentielle ? Évidemment, on peut se dire qu'avec un tel risque aujourd'hui que Marine Le Pen soit au second tour et ensuite gagne l'élection, on a envie de parer par tous les moyens à cette éventualité. Le problème, c'est que si, par exemple, ils avaient désigné Alain Juppé, ils se retrouvaient avec un candidat qui, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui, est plutôt un homme de centre droit et qui donc n'a aucun effet de rétention d'électeurs qui, si la droite n'est pas à droite, vont au Front National. Les sondeurs et politologues ici présents parleront mieux que moi. Donc il faut un candidat qui soit assez à droite. Mais comme il faut, comme vous l'avez souligné, un peu d'équilibre. Mais cette stratégie n'avait pas été plaidée en faveur de Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, lors de la dernière élection. Avec justement, Nicolas on avait fustigé la ligne Buisson. Oui, mais on a fustigé la ligne. Ça, vous savez, il y a deux analyses sur la ligne Buisson. Il y a ceux qui pensent que sans la ligne Buisson, il aurait été humilié, balayé, il aurait été avec des scores dérisoires. Et d'ailleurs, on a vu ce que ça donnait sans Buisson lors du dernier coup. Et ensuite, on observera qu'à l'époque, avec la ligne Buisson, Marine Le Pen n'était pas au second tour. Il faudrait peut-être avoir ça en tête aussi. Alors, Olivier Oui, sur le fait que quand la droite classique radicalise son positionnement pour finalement suivre la droite extrême ou l'extrême droite ou le populisme, il y a des études depuis assez longtemps quand même qui indiquent qu'elle n'est pas gagnante. Et à terme, le seul moyen pour elle, dans cette stratégie d'être gagnante, c'est de passer un accord électoral et un accord de gouvernement. En 2007, elle a été gagnante comme ça. Oui, ça a duré quelques mois. C'est-à-dire qu'ensuite, toutes les élections intermédiaires ont été élues à 53%. Oui, mais ça n'a marché qu'une fois et depuis, ça ne marche plus. C'est-à-dire que la polarisation idéologique, c'est la fameuse phrase qu'on répète à l'envi, entre l'original et la copie. Mais c'est vrai que ça fonctionne plutôt comme ça. Je vous le dis, le seul moyen où on constate que ça sert le parti de la droite classique, c'est lorsqu'il y a un accord électoral, lorsque la force extrême est associée au pouvoir, parce que, évidemment, alors elle a des comptes à rendre et elle se dissout un peu, elle s'use, elle se délite. Mais là, ce n'est pas du tout ce qui est a priori prévu. Pour tous. Je voudrais quand même dire que pour la suite, par rapport à ce qui vient d'être évoqué, eh bien, ça pourrait configurer à l'issue des législatives un paysage politique pour l'instant que nous avons du mal à imaginer, cette affaire d'alliance majoritaire pour la suite.
Non. Erwan Lasson. Oui, on est aussi face à l'écueil des primaires. C'est vrai qu'on a eu une primaire à gauche qui a désigné un candidat vraiment sur les valeurs. Dans les sondages, on voyait que Benoît Hamon était choisi pour ses propositions politiques, beaucoup plus que pour sa personnalité, pour sa capacité à remporter l'élection présidentielle ou pour faire barrage à un candidat. Et idem pour François Fillon. Alain Juppé, lui, était choisi pour faire barrage à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy pouvait être choisi pour sa personnalité, son style présidentiel. François Fillon, il gagnait vraiment le match sur la question des propositions. Donc on a 2 candidats de propositions qui ont été désignés dans des primaires qui sont composées pour le gros du corps électoral par les sympathisants d'un côté du Parti socialiste, de l'autre côté les Républicains, donc ils sont dans l'ADN du parti. Et finalement, le contre-coup, c'est que au-delà des frontières du parti, ça devient plus difficile parce qu'on a finalement validé un projet qui est très centré sur la ligne du parti et qui peut-être gagne un peu moins de crédit au-delà. Tristan Kinamopoil. Même si François Fillon est assez bas en ce moment, c'est après des semaines et des semaines aussi de battage médiatique sur cette question. Il va falloir regarder peut-être la reprise de sa campagne où on va commencer justement à parler de projets, notamment celui d'Emmanuel Macron avec toutes ses contradictions. Emmanuel Macron aujourd'hui il est haut grâce à l'électorat de droite. Peut-être qu'il y a encore moyen de le dégoûter. Il y a quoi 50 jours avant le premier tour. Donc il peut augmenter encore un petit peu François Fillon. Il peut aller gratter quelques points. Il y a des gens qui ont été extrêmement déçus par cette affaire. Mais ils vont arriver dans l'isoloir, ils vont voir les bulletins alignés et puis ils n'auront pas le choix. Certains vont voter François Fillon parce qu'ils n'auront pas le choix. Il n'y aura pas d'autres candidats qui représenteront leurs idées. Donc il ne sera peut-être pas si bas que ça. Et d'autant plus que dans ses intentions de vote, il a un socle qui est assez sûr de traduire l'intention en acte. Plus élevé dans tous les cas que Emmanuel Macron, bien plus élevé. Et donc ça va un peu dans le sens que vous nous dites. Mais enfin, l'impression générale que laisse cette séquence auprès d'une partie importante de l'électorat, c'est une impression quand même de fatigue, voire plus. C'est-à-dire qu'on entend quand même des retours qui indiquent bien que les gens sont lassés de ce que nous avons vu, notamment aujourd'hui. Des personnes qui disent « Ah, c'est terminé Fillon », puis qui, 2 jours plus tard, parce qu'il y a eu un petit meeting, ou un grand meeting, reviennent dans... Tout ceci, les gens en sont lassés. Donc il y a aussi un paramètre, et je fais vite pour laisser la parole, un paramètre à suivre qui va être l'abstention. C'est-à-dire que la distance, la méfiance vis-à-vis de la politique, cette séquence l'aura assurément nourri, davantage encore. Ouais, c'est vrai, Charles Consigny, puisqu'on peut estimer avec ce comité politique aujourd'hui que le débat est clos, mais jusqu'à quand? Puisqu'il y a toujours cette épée de Damoclès avec cette convocation chez les juges, ce sera mercredi prochain. Il y aura la convocation chez les juges. Il se murmure que si ça se trouve, il ne va pas être mis en examen, mais il sera placé sous le statut de témoin assisté, qui est un statut plus léger. Alors je ne sais pas ce que valent les rumeurs aujourd'hui, il faut évidemment s'en méfier beaucoup. Moi je mets en garde aussi... Ça ne risque pas de relancer l'hypothèse du plan B, même si ce n'est pas une mise en examen la semaine prochaine, Charles Consigny. Vous savez, Dante promet l'enfer aux indécis. Il y a un moment, il faut prendre une décision, s'y tenir. À partir du moment où ils décident qui garde Fillon comme candidat, il n'y a plus de débat et ils font avec ça. Et d'ailleurs, on a observé, moi j'avais trouvé personnellement déshonorante sa proposition de majorité pénale à 16 ans, mais quand, au sortir d'un rendez-vous avec Sarkozy, Sarkozy lui dit, si tu veux un vrai contre-feu, tu fais une proposition par jour, de préférence une proposition un peu iconoclaste. Fillon fait ça, on arrête de parler, les médias se prennent au jeu, on arrête de parler de ses affaires et il remonte un peu dans les sondages. Donc, je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises et moi je crois qu'il ira jusqu'au bout. Mais je veux juste dire une chose, c'est qu'il faut faire attention, il est possible que ce soit Emmanuel Macron aussi contre Marine Le Pen, et il faut voir que les gens votent aussi beaucoup et surtout par adhésion à un homme et un programme, et pas par rejet d'un autre. Quand les Américains ont cru qu'Hillary Clinton suffirait parce que c'était la seule contre Trump à contrer Trump, ils se sont trompés parce que l'adhésion de l'autre côté était trop forte. Si on croit que tout le monde pourra rejoindre Emmanuel Macron pour contrer Marine Le Pen, on se trompe. Il faut une vraie adhésion à un programme. En 2012, c'est le rejet de Sarkozy qui explique une partie du vote Hollande. Vote d'adhésion, vote de contestation, on va venir puisque c'est un vrai débat que vous soulevez, mais je vous propose de retourner au siège des Républicains où nous attend notre journaliste Marie Brémaud. Où en est-on de cette réunion? Marie, est-ce que ça continue toujours à l'intérieur rue de Vaugirard?
Oui, les discussions se poursuivent derrière moi au siège des Républicains. Ici, visiblement, on veut clore le débat, tourner la page. C'est ce qu'a affirmé Gérard Larcher. C'est ce qu'a confirmé également François Fillon, disant que l'alternative à Alain Juppé n'était plus une option, puisque ce matin, lui-même l'a annoncé. Mais pour clore cette page, ça semble prendre un petit peu de temps. Pas si évident que ça, visiblement. Il devrait quand même sortir d'ici quelques temps et acter en effet de la candidature, de la poursuite de la candidature de François Fillon, le comité politique semblant suivre en effet son leader. Mais demain matin, en effet, plusieurs réunions auront lieu. D'un côté, près de l'Assemblée nationale, il y aura en effet les sarkozystes qui se réunissent au Sénat autour du Juppéiste Jean-Pierre Raffarin, des centristes et des amis de Jean-Pierre Raffarin se réunissent également. Donc on verra s'ils suivront en effet ce qu'a acté et décidé ce soir le comité politique ici au siège Les Républicains. Merci beaucoup Marie Brémaud. On parlait à l'instant, Erwan Lesserand, justement de cette question qui est majeure, du vote d'adhésion contre un vote de contestation. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les Français sont dans cet état d'esprit justement par rapport à François Fillon ? Pour François Fillon, oui, en effet, c'est vraiment une personnalité qui colle profondément à l'ADN des Républicains. Je regardais avant de venir la popularité de François Fillon auprès des sympathisants UMP en avril 2012, donc c'est-à-dire après 5 ans de mandat de Nicolas Sarkozy, on était à 88% de bonnes opinions. Quand il était Premier ministre, auprès des Français, il n'est jamais descendu sous la barre des 40% de bonnes opinions. C'est une personnalité populaire à laquelle on adhère, qui a été élu pour ses propositions, à la différence par exemple de François Hollande en 2011, dans l'arbitrage avec Martine Aubry des électeurs de la primaire, la capacité de François Hollande à battre Nicolas Sarkozy, à remporter l'élection présidentielle, avait pesé dans le choix plus que le projet. Là, on est avec François Fillon vraiment sur un personnage qui incarne un projet et c'est pour ça qu'il a été désigné. Avec cette situation inédite quand même d'une Marine Le Pen, avec ce risque qu'elle soit présente au second tour et qu'elle puisse gagner la présidentielle, ça c'est un élément nouveau qu'il faut intégrer justement dans toute cette partie de calcul finalement électoral pour l'électeur. Oui, mais il fallait voir un peu les manifestants hier au Trocadéro. Certains disaient que si François Fillon n'était pas là, ils étaient prêts à aller gonfler les rangs de Marine Le Pen. Bon, si François Fillon reste candidat, ils vont pouvoir se mobiliser pour lui. Ce sont des gens qui sont extrêmement déterminés. Hier, il faisait un temps exécrable. Et lors de la primaire, d'ailleurs, lors du premier tour, il faisait aussi un temps exécrable. Ces gens-là étaient mobilisés. Ils ont parfois attendu plusieurs heures pour aller voter. Hier, ils étaient de nouveau là et lors du premier tour de la présidentielle, ils seront là. Est-ce que les électeurs d'Emmanuel Macron sont aussi déterminés ? Ce n'est pas sûr. Et effectivement, François Fillon, qui est porteur de valeurs, d'une ligne, c'est d'ailleurs la droite de ce quinquennat, c'est la droite de la Manif pour tous, c'est la droite de province, etc., qui est silencieuse, mais qui a envie de s'exprimer, un peu invisible, et qui est extrêmement déterminée. Invisible, elle a été très visible pendant tout le quinquennat. Souvent on l'entend pas trop, souvent on l'entend pas trop, on a beaucoup parlé d'Alain Juppé. Elle a été très visible lors des primaires, parce que quand on regarde l'électorat de la primaire, il n'est pas représentatif d'un électorat de la droite classique. C'est pas la droite qui a fait les unes. 4 millions d'électeurs, et là-dedans, donc la part qu'a pris François Fillon, ce n'est pas représentatif de l'électorat de la droite on a aux élections présidentielles. sur les unes des magazines. Rappelons que c'est un tiers du potentiel du premier tour de la droite qui a voté seulement, même si c'est un chiffre important à la primaire. Donc le prisme des primaires déforme. C'est un miroir déformant, la primaire. On s'en rend compte d'ailleurs, parce qu'il n'y aurait pas tant de problèmes depuis quelques semaines, au-delà de l'affaire même, si la primaire était un élément de régulation. Il y a un problème de gestion de la primaire, que ce soit pour les Républicains ou que ce soit pour le Parti Socialiste, on le voit. En tout cas, François Fillon peut compter sur un noyau extrêmement déterminé et c'est lui qui va relancer sa campagne et les autres candidats n'ont peut-être pas ce noyau. Qu'en est-il des voix de l'UDI ? On sait bien qu'il y aura certainement une décision plus officielle qui sera prise demain sur un soutien à François Fillon. Est-ce que ces voix vont jouer ? Sur qui vont-elles se porter selon vous ? Non mais attendez, moi je ne connais pas les électeurs de l'UDI. Je ne connais pas un seul électeur de l'UDI. Je connais des sénateurs UDI, des députés UDI éventuellement, mais je ne connais pas d'électeurs UDI. Donc je veux pas me moquer, mais moi ça me fait toujours rire. Il y a quand même une partie centriste qui peut peut-être justement se porter sur Emmanuel Macron. Historique. Moi j'y crois pas. Je pense, si vous voulez, que c'est droite sociale, chrétienne, modérée, ça existe dans l'histoire.
au stade où on est, c'est une espèce d'alibi social pour la droite. Mais les cartes sont quand même profondément rebattues parce qu'il y a une colère incroyable en France et donc malheureusement aujourd'hui, en ce moment, il faut une parole assez radicale. Vous allez voir que si Macron, puisqu'on en parle, et ça, c'est quand même un concurrent très important pour Fillon. D'ailleurs, il tape que sur Macron. Moi, si j'étais lui, je taperais aussi sur Marine Le Pen, mais il tape beaucoup sur Macron. S'il continue dans sa trajectoire actuelle qui consiste à faire du politiquement correct, mais alors, comme on n'en a pas vu depuis longtemps, il va baisser. Les gens en ont marre des discours consensuels. Ils veulent de la radicalité et ils veulent sentir qu'il va y avoir des vraies réformes parce qu'ils se rendent bien compte que si la France ne change pas profondément, elle mourra. Eh bien, merci Charles Consigny, merci Erwan Lecerf, on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Malheureusement, merci Olivier Roucan, merci Tristan Quinault-Maupoil. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouverez ce soir Perrine Ternot pour votre rendez-vous On va plus loin. Quant à moi, je vous dis à demain à 18h. Vos rendez-vous avec